Chers amis du football, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dribble où nous allons parler de Première Ligue, du match d'Arsenal contre Newcastle et un petit peu du reste. On va parler un tout petit peu de Serie A. On va regarder ce qui nous attend cette semaine en Champions League avec les affiches nous hype le plus. Et ensuite on va faire un retour dans l'histoire et parler des matchs qui nous ont marqués, nous, à titre individuel. Et enfin, on parlera du coefficient de la Suisse et de la régression du championnat suisse en général ces dernières années par rapport aux compétitions européennes. Mais avec moi, nous ne sommes que deux, le magnifique Nilassan. Ciao Nilassan, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, en forme ? Ouais, tranquille ? en forme. Quoi de neuf ? Écoute, un peu content, hein. Ouais. Je pense que tu le sais pourquoi. Ouais, on va pas cacher que t'es un ouais. peu fan d'Arsenal. Un peu fan d'Arsenal, mais je reste quand même prudent. Mais, Toujours. Beau week-end de foot. On va dire que les clubs que je suis ont fait des beaux résultats ce week-end. Ouais, moi aussi. Le fan d'Arsenal que tu es a su apprendre la patience et ne pas s'enflammer trop vite. Ouais, avec les années, je pense qu'il y a plus que ça à faire. Hein. Et peut-être bientôt, on demandera des conseils aux supporters de Manchester United. Ah, pauvre. T'es gratuite celle-là. Pauvre supporter de. Franchement, il faut en avoir un débat de savoir qui a le plus gros downfall de l'histoire. Est-ce que c'était Arsenal ou est-ce que c'est le downfall de Manchester ? Franchement, le downfall de Manchester, là, il est quand même violent. Il est quand même violent. Ouais. Difficile. Bon, à l'inverse d'Arsenal, j'ai envie de dire, eux, ils ont gagné une coupe européenne, en tout cas. C'est vrai. Je veux pas relancer le débat tout de suite. Hein. Oui, mais Manchester ont gagné quoi ? Tu me parles de l'Europa League, ouais. L'Europa League en 2017. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que le downfall par rapport à là où était Manchester est quand même. C'est plus un grand club d'Europe maintenant. Non, c'est même en première ligue quoi. C'est même plus un grand club de première ligue, ça joue même pas le top 10. Hein. C'est fou quand même. Hein. C'est fou, ouais. Franchement, ouais, le downfall. Depuis Sir Alex Ferguson, j'ai l'impression que cette équipe elle est devenue inentraînable. Enfin, Ce club est devenu difficile à entraîner, les résultats ne suivent pas. Les joueurs passent, ils sont bons, hein, mais ça va, mais quand ils partent de Manchester, ils sont encore meilleurs. Enfin, je sais pas comment ça s'explique. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu plein de transferts, de flops aussi qui sont arrivés aussi à Manchester. Ouais, mais après, c'est des mecs qui ils partent de Manchester et deviennent bons. Hein. Franchement, je sais pas. Je sais pas est-ce que c'est le coach, est-ce que c'est les coachs qui sont passés par Manchester depuis l'après Ferguson qui fonctionnent pas. C'est difficile à comprendre parce que niveau budget, ils ont un sacré budget. United, quoi. Ouais. Ils ont une grosse communauté, un gros budget et pourtant ça ne suit pas au niveau du résultat. Parce que quand on parle des deux downfall, parce qu'à un moment il avait Arsenal et c'est vrai que même Arsenal n'est pas tombé aussi bas. Arsenal jouait quand même. Arsenal n'a jamais terminé 16e. Je crois que le pire entre guillemets dans le downfall de Arsenal, je crois que c'était 7e ou 8e. Ouais, ça c'est vrai. Je crois que c'était juste ça. C'est vrai. Et après, ils ont retrouvé l'Europa League, et après la Champions League, et après à jouer le titre. Ouais. Là, Manchester, ça fait quand même plusieurs saisons que effectivement. ça ne tient plus la route. C'est en dents de scie. Manchester United qui s'est incliné contre Brentford ce week-end. 3-1. Les Bees. En fait, ça devient même plus étonnant en fait, de les voir presque. Perdre. Presque. Ouais, c'est triste à dire. C'est triste. Franchement, c'est triste. Moi, je ne suis pas un fan de Manchester, mais voilà. Manchester, pour moi, c'est un grand club de foot. Ça l'a toujours été. Et c'est vrai que c'est triste. Pourtant, Manchester United, la semaine dernière, battait Chelsea. Ouais. On s'est fait écrabouiller par City la semaine d'avant, mais voilà. Mais fini de Manchester United, nous, on voulait s'intéresser au match d'Arsenal. C'était un gros match. Arsenal qui s'est joué contre Newcastle. Un match assez fou. Pour rien vous cacher, on a regardé un peu le début avec Nilassan. Puis Nilassan, il a dit ça va, Arsenal jouait bien. Il jouait bien. Ouais. Dominait Newcastle. Le match est prenable pour Arsenal, on s'était dit. C'est ce que Nilassan me dit avant de me quitter et rentrer chez lui. Et 2 minutes après, Newcastle ouvre le score sur un corner. Une tête de Nick Woltemade. Ouais. Et là, on se dit, ça y est, ça recommence. Ouais, ça recommence. Ça recommence surtout en sachant que Liverpool avait perdu la veille C'est ça. contre Crystal Palace.
Liverpool qui a perdu à la 95e minute par un but d'un ancien Gunners. C'était toute la symbolique quand même du but de Nketiah contre Liverpool. Là, on se dit, voilà, Arsenal a son destin entre les mains, on dit. C'est ça. C'est l'occasion de ravir, en tout cas de revenir à la première place. Je crois qu'avant ce week-end, je crois qu'il avait, il me semble, si je dis pas de bêtises, 5 points d'écart, je crois. 5 points d'écart, je vais donner le classement parce que... Je crois qu'avant cette journée-là, il avait 5 points. Ouais, tu as raison, puisque Arsenal revient à 2 points dans le classement. Très Liverpool, 15 points et Arsenal, 13. Bon, c'est simple, Liverpool avait tout gagné à part le match contre Crystal Palace. Et Arsenal avait fait un nul et une défaite pour 3 victoires avant le match contre Newcastle. Qui finalement, à force de jouer, d'abnégation, de pousser, finalement, le match va tourner pour Arsenal quand même. Ouais, c'est la victoire du football, finalement, quelque part. On a quand même vu Arsenal beaucoup plus entreprenant que Newcastle, qui a beaucoup plus pressé la défense de Newcastle. Mais par contre, on a vu Gyökeres aussi plusieurs fois devant les buts, mais j'ai l'impression que j'ai plus vu tomber que d'avoir de réelles occasions de but. En tout cas, on a vu que Arsenal était très entreprenant, a fait du Arsenal comme d'habitude. Ouais. Et ce qui sauve Arsenal aussi, c'est ses coups de pied arrêtés, qui sont vraiment juste hallucinants. C'est vrai qu'il y a une science. Il y a ce fameux coach spécialiste des coups de pied arrêtés, tu vas nous en dire deux mots. Mais c'est un truc de fou. Arsenal a raison, je suis désolé, on en parlait aussi un petit peu hier. Arsenal a raison de travailler, de créer des combinaisons sur les coups de pied arrêtés, tellement c'est devenu important aujourd'hui dans le football. Enfin, moi, ce que je trouve fou, c'est que c'est la seule équipe qui applique ça en coups de pied arrêtés, j'ai l'impression, en Europe en tout cas. J'ai pas l'impression de voir une autre équipe européenne lors des corners avoir des joueurs qui se placent. On dirait presque que c'est bizarre, quoi. Ouais. Leur placement au début, avant que le joueur tire le corner, on voit 4 joueurs de champ d'Arsenal qui sont en dehors des 16 mètres. D'un coup, dès que le joueur il tire, ils se mettent dans la zone. Du coup, ça déstabilise les défenseurs. Il a un joueur qui se met devant le gardien. Du coup, il masque un peu la vue du gardien. Enfin, franchement, c'est impressionnant. Et puis cette saison, ça porte ses fruits. On a vu contre Manchester, premier match. Franchement, le match contre Manchester, Arsenal se fait dominer. Pour moi, Arsenal ne devait même pas gagner ce match. Il pouvait même le perdre. Je me souviens de celui-là. Pour moi, il pouvait même le perdre. Franchement, on parle de downfall de Manchester, mais ils n'ont pas de réussite, Manchester. Et par contre, c'est sur un corner que Arsenal gagne. Hier, contre Newcastle, c'est sur un corner qu'ils gagnent. La saison dernière, on se souvient le match contre Tottenham où c'est encore sur un corner. C'est Gabriel qui marque de la tête. Du coup, franc de Rice. Après ça, c'est avec le Real. Bon, ça, c'est des exploits individuels. Mais on voit que sans ces coups de pied arrêtés là, le Arsenal perd beaucoup de points aussi. Et moins décisif aussi. C'est impressionnant d'être aussi fort en coups de pied arrêtés. Peut-être les autres, ils le travaillent, mais ça se voit pas. Alors, j'ai pas l'impression combinaisons elles sont pas aussi impressionnantes en tout cas. Ouais. En tout cas, quand tu vois un corner d'Arsenal, moi je suis défenseur, je suis pas serein. Ouais, tu m'étonnes. Ça a encore fait mouche. Ça fait mouche et à la 96e minute. C'est ça, le 2-1 de Gabriel. Ouais. C'est là qu'on se dit, ce genre de détail, ça peut faire peut-être gagner un titre à Arsenal. S'ils vont dans ton sens. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de, toi qui es spécialiste d'Arsenal, de l'intégration de Gyökeres? Ça avance, ça va, il peut mieux faire. En fait, Comment tu juges l'arrivée de celui qu'on attend tous en fait, il avait, c'est en dents de scie un peu. C'est à des matchs où... Comment se passe l'adaptation en première ligue? C'est vrai que le premier match contre Manchester, il s'est fait beaucoup critiquer. Hein. Ouais. Je crois qu'il avait plus touché sa coupe de cheveux que le ballon. Ça a beaucoup de... Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je vous invite à voir les montages sur Gyökeres. Lorsqu'il fait un mauvais match, il en prend plein la gueule. Hein. C'est de la pub pour du shampoing. Ouais. LCF. Tu crois qu'il a des pellicules? Non, je pense pas. Mais c'est comme hier. Hier, par exemple, il a une action où le gardien va sur lui, et la VAR intervient, et puis la VAR décide qu'il n'y a pas pénalty finalement. Ouais. Parce que selon la VAR, le gardien touche d'abord le ballon. Oui. Du coup, il n'accorde pas le penalty. Mais c'est vrai que sinon, Gyökeres, on l'a vu toujours. Il n'a pas réussi à vraiment cadrer un tir. Quoi. Il y a toujours un défenseur qui est venu tacler à la dernière minute. En fait, l'adaptation est un peu difficile. Ça
C'est un peu difficile, mais là, je crois qu'il a déjà 3 buts. 3, Ouais, 3 quand même. ou Attends, je vais te donner il me semble ça. qu'il a 3 ou 4 buts. Mais en fait, pour moi, c'est 3 buts en 6 matchs. Je pense que si c'était pas un attaquant où il y avait autant de médiatisation autour de lui, je pense qu'il n'y aura pas autant de critiques. Je pense qu'on dirait tout simplement qu'il fait le job. Voilà, il a 3 buts, qu'il faut laisser le temps de laisser le démarrer. C'est sa première saison, de prendre son rythme. Mais vu qu'il y a tellement d'attentes, d'impact médiatique, et surtout qu'à Sporting, il y a eu des stats folles. Hallucinant, quoi. Hallucinant. Du coup, il se fait critiquer. On attend toujours d'une star ou d'un joueur qui arrive en tant que star beaucoup plus que ce que... En fait, on veut qu'il marque à chaque but, quoi. C'est ça. Et le problème, c'est qu'en Première Ligue, on a été habitué avec Haaland, qui le fait, qui marque à chaque but, qui marque même des triplés, des doublés, des quadruplés, le cyborg. Le cyborg. Et du coup, quand on voit, il faut dire, Gyökeres au Sporting, c'était un cyborg. Ouais, clairement. C'était un truc de malade mental. Les quadruplés, je crois qu'il en a fait 3 ou 2. Ouais. Je me souviens plus. Du coup, il y a toute cette attente ou cette comparaison avec Haaland. Mais finalement... non, mais... ouais, vas-y, dis-moi. Non, mais finalement... Haaland, c'est 8 buts en 5 matchs. Ouais. 8 buts en 5 matchs. Ouais, là, au championnat, il a 8 buts. C'est un extraterrestre. Ouais. Le deuxième derrière, c'est Menio de Bournemouth avec 4. Ouais. Igor Thiago de Benford avec 4. Puis, il y a aussi Anthony de Burnley avec 4. Donc, ouais, c'est 8 buts. En fait, Gyökeres, c'est qu'il a beaucoup d'attentes. Et la moindre petite erreur va être critiquée, va être analysée, ça va se retourner contre. C'est là où il va devoir être fort, je pense, mentalement. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il l'est? Difficile à dire parce que à Sporting, ça se passait bien. Mais avant, c'était compliqué aussi. Avant qu'il arrive à Sporting, il n'a pas réussi à percer. Du coup, difficile à dire. Difficile à dire. Difficile à dire. Et surtout avec la Suède, ça se passe pas très bien. Non, effectivement. La Suède qui perd contre le Kosovo, qui sont là, prochainement un match contre la Suisse. Ils le perdent, ils sont éliminés. Hein. Ouais. Du coup, difficile à dire. En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes. Et le problème, c'est que les défenseurs aussi l'attendent. C'est ça, ils l'attendent. Pour toi, quelle est la satisfaction là, depuis le début de saison d'Arsenal? Que ce soit en termes de jeu, de joueurs ou n'importe quoi. C'est ou juste le fait qu'Arsenal a une bonne vitesse de croisière. C'est que Arsenal, j'ai l'impression qu'Arsenal a une bonne vitesse de croisière, mais qu'elle a toujours eu cette vitesse de croisière. Ça fait 3 saisons qu'elle l'a eu. C'est qu'à un moment donné, vers un certain moment de la saison, ça commence à perdre des matchs bêtement ou à avoir un match nul. Là, c'était Hayes, le numéro 10, le numéro 10 de... Ouais, Eze, pardon, Eze, qui me satisfait. Ouais. Franchement, ça fait plaisir d'avoir... Déjà, ce transfert que je ne m'attendais pas. Ouais, clairement. C'est arrivé à la dernière minute. En plus, un garçon qui était fan d'Arsenal depuis son enfance. Toute la mise en scène qu'il y a eu lors de sa signature, c'était super beau. Il vient de Crystal Palace. Il vient de Crystal Palace. Ouais. Pour moi, pour moi, c'est quelqu'un qui me satisfait. Par exemple, les recrues, je pense que c'est une des meilleures recrues qu'Arsenal a pu avoir. Gyökeres, je vais pas le critiquer ou m'emballer, mais c'est un peu tôt, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. C'est un bon attaquant. Et il faut laisser le temps. Je pense que c'est un attaquant qui peut marquer 20 buts par saison avec Arsenal. Mais le problème, c'est qu'en 20 buts, limite, les gens vont dire que ça suffit pas. C'est vrai que les standards aujourd'hui sont devenus tellement grands quand tu vois effectivement un Erling Haaland. L'époque les standards ont augmenté depuis l'époque Ronaldo-Messi. On va pas se mentir. Les mecs, avant, tu étais un bon attaquant, tu marquais 20 buts par saison, tu étais un bon attaquant. Ouais. Là, Messi, ça suffit plus. Ouais, ça suffit plus. Il faut mettre 30, 40, 50 par saison pour certains. Ouais, c'est de la folie. Tu veux dire quelque chose encore sur Arsenal ou... Arsenal, ça fait 3 saisons que le projet est en place. Ouais. Que le projet est en place, que la philosophie de jeu fonctionne. Est-ce que la victoire est pour cette saison, la victoire finale, Première Ligue? Je sais que tu es un peu superstitieux, tu vas forcément dire non. Mais objectivement, est-ce que ça peut lutter jusqu'au bout avec cette équipe de Liverpool? Pour moi, oui, ça peut. Ça peut, mais la saison dernière, j'ai dit pareil, et puis ça s'est cassé la gueule à un moment. Il a 3 saisons derrière, pareil, et puis ça s'est cassé la gueule à un moment. Alors, est-ce qu'il y a oui, ok, l'équipe a plus d'expérience, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que les recrues vont amener quelque chose de plus? Ouais, j'ai à ce niveau-là, au niveau de l'expérience et de...
Ils ramènent du renouveau, du nouveau, mais est-ce ils ramènent l'expérience? Je ne sais pas. Parce que les recrues, j'arrive pas à prononcer son prénom, Ouzé, l'Espagnol qui vient de la Real Sociedad. Zumamendi Ouais, Zumamendi qui vient de la Real Sociedad. Ouais. C'est vrai que c'est pas... Crystal Palace, Sporting. Sporting, j'avoue. Ouais. Voilà, c'est pas les 3 recrues, ils viennent de clubs qui jouent pas le top niveau, quoi. Ouais. Du coup, c'est pas des joueurs qui apportent de l'expérience. Par contre, c'est des bons éléments qui s'ajoutent à un 11 qui est déjà bien rodé, bien huilé, quoi. Effectivement. Qui est, en fait, si on enlève ces 3 recrues-là, en fait, tout le monde joue ensemble depuis 3-4 saisons. C'est vrai, hein, tu as Martinelli, par exemple, si je prends les remplaçants qui sont rentrés, Martellini, Odegaard, Saliba, Mikel Merino. Mikel Merino, il est là depuis un petit moment aussi. Merino, ça fait 2 saisons, je crois. Ouais. Et le dernier à être rentré, c'est Miles Lewis Kelly. Un petit du club, j'imagine. Un petit jeune, ouais. Ouais. Excellent. En termes de rythme de croisière, on l'a dit, Liverpool s'est donc incliné à Crystal Palace. Peu de surprise ou finalement pas tant que ça? Quand on voit la forme de Crystal Palace, ouais. on se dit finalement... est-ce réellement une surprise? C'est pas... Oui et non. C'est vrai qu'on s'attendait pas à voir Liverpool perdre quand même pas, ouais. à Crystal Palace, mais quand on voit le classement de Crystal Palace, ce qu'ils ont gagné, hein. Ouais. Ils ont gagné la Coupe, ils ont gagné le Community Shield. Ils sont déjà affrontés entre Liverpool et, comme tu dis, au Community Shield. C'était Liverpool... Du coup, c'est surprise. J'aurais pas été au point de parier contre Liverpool. T'aurais pas mis du bif dessus. Mais de toute façon, ce championnat... Voilà, tout le monde peut battre n'importe qui, quoi. C'est ça qui est fou dans cette première ligue, c'est que tout le monde. Après, il faut pas enterrer non plus City, mais non, bien sûr que non. Mais City, voilà, je les vois mal, comme je l'ai dit, un des premiers podcasts dans Dribble vers le mois d'août, avant le début de la saison, j'avais dit que City avait perdu quelque chose, que Guardiola, l'âme Guardiola, la technique Guardiola est peut-être en train de perdre son système, son aura auprès de City, peut-être la saison trop, je sais pas. Peut-être, je sais pas, mais je vois mal City remporter le championnat. Ouais. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Comme la saison dernière, il manque quelque chose pour que. Mais quand même, pardon, il y a Rodri qui est revenu un peu cette année, il y a Haaland qui reste en feu. Il y a des bons joueurs qui ont été rajoutés à cette équipe. Je pense à Cherki, même s'il n'est pas titulaire. Sûr, mais comparé à Arsenal-Liverpool, je ne les vois pas passer au-dessus de Arsenal-Liverpool. Moi, je pense qu'il faut faire attention à City. La machine est en train de se roder petit à petit. Ils sont en embuscade. Ils sont en embuscade. Mais en tout cas, pour moi, c'est 2 favoris. C'est Liverpool et Arsenal. Quoi. Liverpool qui est rodé totalement. Alors, eux, il n'a rien à dire. Là, même avec des recrues quand même stars. Hein. Wirtz, on pense à Wirtz, on pense à Ekitike. Ça fonctionne. Tourne comme sur des roulettes. Et surtout, Liverpool, les derniers matchs, tu les vois peut-être qu'ils perdent ou il y a un match nul. Et puis à la 94e, 92e minute, ils gagnent, quoi. Contre Arsenal, il a un coup franc vers la fin du match, ils le mettent et puis Liverpool gagne 1-0. Il a plusieurs matchs en championnat, je ne me souviens plus le nom des adversaires où il marque à la 90e minute, 92e minute. On pense à celui contre Burnley là. Le Burnley où la penalty à la 90e. Sur une main de Hannibal Mejbri, compatriote frérot. Mais on voit que Liverpool avait cette chance de champion, mais voilà, ça arrive aussi de perdre à la dernière minute. Ça arrive, ça s'est passé contre Crystal Palace. À quelque part, c'est pas un retour du bâton qui est juste. C'est le football. C'est le football. Et puis aussi Sunderland Sunderland, Granit Xhaka. Qui tient la... On l'a cité parce qu'il faut le citer dans chaque émission de Dribble. Ouais. C'est le petit jeu. Alors Granit Xhaka, moi je l'adore. Hein. Granit Xhaka est monstrueux encore une fois avec. Il est tellement fort. tellement fort, c'est incroyable. Sunderland qui s'est imposé ce week-end 1-0 face à Nottingham Forest. Sunderland qui maîtrisait pas forcément le jeu, même pas du tout, qui a avec les valeurs et tout ça, un but de Omar Alderete qui s'est imposé 1-0. Quand même, Granit Xhaka, n'est-il pas lui bien sûr, la base du projet? Un Sunderland sans Granit Xhaka, c'est rien à voir.
D'accord. Quand même le maître-man de toutes ces équipes où il a joué. C'est ça. Que ce soit la Suisse, les Mais Leverkusen. même il arrive avec un mental, là encore plus, qu'il a pris de l'âge. Ouais. Déjà, le leader qu'il a été à Leverkusen, Ouais. même si apparemment il n'était pas capitaine à Leverkusen. Non, il n'était pas capitaine. J'ai eu un débat avec un collègue. Ok. Big up à toi, Tony. Je sais qu'il nous écoute. Il n'était pas capitaine, mais c'était quand même l'âme de cette équipe. Non, mais là, il est arrivé en patron. Ouais, là, il arrive en patron. Il a, même quand tu le vois physiquement, il a un aura. C'est ça. Il a un aura. Il met le brassard avec le maillot de Sunderland. Il a un aura, un respect qui se dégage. Là, il est comme diraient certains, à son prime. Quoi. Ouais. Il est totalement à son prime. Quasiment, ouais. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et tant mieux pour la Suisse. Chacun a déjà 3 passes décisives. Tant mieux pour la Suisse. Ouais. Non, vraiment impressionnant, ce joueur qui ne cesse de grandir et de dire de mieux en mieux. Quoi. Ouais. Et surtout, et aussi les deux projets. Enfin, quand il est parti d'Arsenal et qu'il a signé à Leverkusen, on se dit dommage, Leverkusen va jouer mieux le classement à Leverkusen. Il gagne le championnat. Invaincu. C'est incroyable. Coupe et finale d'Europa. Et après, il part à Sunderland et pour l'instant, Sunderland, ça se passe bien. Et Sunderland, on s'est tous dit, alors qu'il y avait le Milan AC qui était Et la Juve aussi. En ballottage favorable. Ouais. Et la Juve. Ouais. Tu dis, moi quand j'ai vu Milan hier, parce qu'on va revenir sur Milan. Là. Quand j'ai vu Milan hier, je me suis dit, mais imagine, il y a un granit là-dedans. C'est incroyable. Mais bon, il y a Modric. Et on en reviendra après. Mais j'aurais préféré voir Xhaka à Milan. On aurait tous préféré avec le voir Milan. avec l'AC Milan. Ça aurait été phénoménal. Hein. Mais comme quoi, il choisit bien ses projets. Parce que finalement, il est toujours le centre du projet. Ouais. Là où peut-être à Milan, il l'aurait peut-être pas forcément été. Enfin, il aurait été en concurrence parce qu'il y a Modric qui est là aussi. J'aurais bien sûr, pas vu Xhaka sur le banc. Quoi. Non, ça c'est clair que non. Sunderland qui fait aussi un bon début de saison et qui est 5e. Et puis voilà, moi en début de saison, si vous nous écoutez souvent dans Dribble, j'avais dit que Chelsea pourrait peut-être créer la surprise. Bon, pour le moment, c'est pas très bien parti. C'est un peu. C'est un peu brouillon, mais bon, qui sait. Comme on a dit, le championnat est fou et Manchester United pointe à la 14e place. Newcastle 15e et Aston Villa 16e pour des clubs européens. Attention à eux quand même de ne pas s'enfoncer dans des crises. Il y a une crise pour Manchester United. On espère que ça va pas descendre plus bas. Quoi. J'espère quand même. Alors, le football a besoin de Manchester United quand même, malgré tout. Ça reste quand même un club historique. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Qui a gagné de nombreuses Champions League, de nombreuses Premières League. Qui a sorti des équipes incroyables. C'est quand même un niveau prestige. C'est quand même un niveau palmarès plus gros qu'Arsenal. J'assume, je le dis. Oui. Pas de souci. Et c'est en ça que tu es un super chroniqueur et objectif. On va passer à... Qu'est-ce que tu as vu comme autre match à part la Première Ligue à part la Première Ligue ce week-end, j'ai vu Servette. Servette, voilà. on en revient après. Mais sinon... Est-ce que tu as vu un peu de Serie A ? Serie A, j'ai vu des extraits de Milan. Et moi j'ai vu ce match-là. Et franchement, c'était un sacré match. Ouais. Et un AC Milan qui m'a bluffé. Vraiment impressionnant. Impressionnant. Il y a 2 parties dans ce match. Il y a la partie, la première mi-temps de Milan qui mène 2-0 sur des buts de Pulisic. Et le deuxième but, c'est Salmaker. Le premier but, à la 3e minute d'ailleurs. Et jusqu'à la 60e minute, Milan, même si Naples a la balle, Milan est là, presse. Et pas tout à fait dominateur, mais presse. Et à la 60e minute, il y a 57e minute, il y a une action de Naples qui va mener un penalty, un carton rouge pour Milan. Et là, la physionomie du match change un peu. Et Naples surdomine, marque, mais n'arrive pas à marquer. Et pourtant, ils ont eu des actions. Neres, à la fin, il met une frappe sur l'équerre de là. C'est pas loin. Qui passe pas loin. Franchement, c'était un super match. Dites-nous en commentaire si vous l'avez vu ou pas. Ça fait plaisir de voir l'AC Milan rejouer c'est clair. Le haut du classement. La saison dernière, c'était un peu de saison à oublier pour l'AC Milan. Mais là, on voit que cette année, le Milan a changé aussi dans son recrutement. Bien sûr. Vu qu'ils ont mis les moyens. Yachari n'a pas joué hier. Yachari est blessé malheureusement pour longtemps. Pour un moment. Mais si je te montre la composition de l'AC Milan, je suis désolé, mais Modric hier
fait un gros match. monstrueux. Non, mais Modric, même à 42 40 ans, le gars, même à 42 ans, il te fera des gros matchs. Ouais. Un joueur comme Modric, malgré son âge, oui, il va peut-être perdre en intensité physique, mais restera quand même un très gros joueur. C'est là où on se dit tous, l'Italie, finalement, pour ses joueurs techniques, où il n'y a pas trop besoin d'être physique, c'est parfait comme championnat. Ouais. Et là, je vois, De Bruyne s'éclate. De Bruyne fait aussi un bon match. Bon, il n'est pas au niveau de Modric. Hier, vraiment, c'est impressionnant. Et Rabiot, hier aussi. Rabiot qui était intéressant. Qui a été bon. Finalement, Fofana, tout le milieu de Milan. Hein. Fofana, Modric, Rabiot. Hyper intéressant hier. Après Pulisic et Jiménez. Mais Pulisic, j'avais vu un extrait où il fait un débordement sur le côté. C'est pour le but. C'est pour le premier but, ouais. Incroyable. Il fait un débordement sur le côté sur 40 mètres, sur 60 mètres. Ouais. Et il arrive à rentrer dans les 16 et à lâcher une passe décisive sur le premier but. Et après, il marque le deuxième. Un gros match, hein, franchement. Très gros match, ouais. Hier, c'était assez intense. Hein. Franchement, même si on dit en Italie, c'est un peu pas trop physique. Hier, c'était quand même très intense comme match. Et puis moi, le coach Allegri, quand Allegri était à la Juve, bon, après les supporters de la Juve l'ont beaucoup critiqué la dernière saison et puis aussi avant que... je crois qu'il avait fait trois phases à la Juve. Hein. Ouais. Il y avait une première période. Et après, il est parti. Deuxième période, il revient. La deuxième période, à la fin, il s'est fait aussi critiquer. Ouais. Mais il était déjà assez à Milan. Et je crois qu'il avait déjà gagné le championnat, je crois, avec la Juve. C'est possible. La deuxième partie. Je peux regarder. Et puis la troisième partie, où il revient à la Juve, où il gagne la Coupe d'Italie, où il s'est fait beaucoup critiquer par les supporters de la Juve, où les gens, ils voyaient un peu comme l'ex-toxique, toxique, quoi. Ouais, parce que c'est une philosophie de jeu qui est pas très belle à voir jouer, Allegri, à la base. Enfin... Il a fait 3 passages, non? À la Juve. Je vais te dire ça tout de suite. Statistique entraîneur. Alors, il a entraîné la Juve, 2 passages à la Juve. Du 16 juillet 2014 au 26 mai 2019 et du 28 mai 2021 au 18 mai 2024. Okay. Avant ça, entre 2010 et 2014, il était à Milan. Ouais, qui a gagné un championnat en 2012 avec Milan. Il a gagné un championnat d'Italie en 2011 avec Milan. Il a été vainqueur de la Super Coupe d'Italie et il a été champion d'Italie avec la Juve en 2015, 16, 17, 18, 19. Ouais, bon, après 15, 16, 17, j'ai l'impression que n'importe quel coach, c'est vrai. Sans dénigrer Allegri, mais c'était les saisons phases de la Juve avec les joueurs qu'ils avaient à disposition. Et c'est ça. Est-ce que c'est vraiment grâce à Allegri qu'ils sont passés ou plus grâce aux individualités et le collectif que la Juve avait, quoi. Deuxième passage, il gagne aussi une Coupe d'Italie en 2024. Mais pas de championnat. Pas de championnat. Il s'est fait beaucoup critiquer par les supporters de la Juve à ce moment-là. Mais moi, c'est toujours un entraîneur que j'ai adoré. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'adore. Moi, j'ai bien aimé son premier passage à Milan. Ouais. Mais je suis d'accord avec les supporters de la Juve, c'était pas terrible avec la Juve et c'était pas un jeu très flamboyant qu'ils nous offrait. Après, la Juve n'a jamais été un club très flamboyant. C'est pour ça que... Quelle équipe est flamboyante en Serie A? Si je te prends le Naples de Sarri ou ce genre d'équipe-là... Ouais, mais le Naples de Sarri, est-ce qu'il a gagné un championnat? Oui, il a gagné un championnat, le Naples. Le Naples de Sarri? Ouais, il me semble bien. Je vais vérifier. Sarri? Ouais. Alors, déjà le premier... Sarri ou... Je crois que le premier championnat que Naples gagne, c'était en 2023. Maurizio Sarri. Et c'était... Avec qui? C'était en 2023 que Naples a gagné son championnat. Palmarès. Tu as raison. Vice-champion. 2016 et 2018. Ouais. Donc, ils sont champions Naples avec Spalletti. C'est Spalletti, ouais. Spalletti, oui. Okay. Je me souviens parce que les Ultras de... Et Antonio Conte l'année dernière. Les Ultras de Naples l'avaient offert un scooter, je crois. Le scooter qu'il avait volé. Je sais plus ce qu'ils avaient fait. Je crois qu'ils avaient volé un truc à Spalletti quand il est arrivé et puis ils l'ont rendu quand ils ont gagné le championnat. C'était totalement lunaire, la vidéo. Complètement Naples compatible. Ouais, totalement. Non, Sarri, il me semblait bien qu'il n'avait pas gagné le championnat. Tu as raison. Oui, c'est en 2022-2023 qu'ils l'ont gagné. C'était du beau jeu, mais finalement... mais ouais, t'as raison. Gagner le championnat, c'est bien joué. T'as raison. Mais ouais. Mais oui, moi je suis agréablement surpris par ce Milan AC là pour le moment. Non, moi c'est un coach que j'aime bien. Allegri, malgré les critiques, c'est peut-être un des rares qui le défend. Je pense, hein, parce que j'ai rarement entendu un gars de parler bien d'Allegri en vrai. Hein. Enfin, la vérité, tant mieux, il y en a. C'est qu'il va passer une commission. Quand on sera à tout. Non. Franchement, c'est un coach que j'ai
j'ai apprécié. Après, oui, évidemment, j'ai pas regardé tous les matchs de la Juve. Bien sûr. Voilà, c'est peut-être pour ceux qui suivent le championnat suisse, et particulièrement Servette, peut-être ceux qui. Je vais peut-être aller loin dans ma comparaison, mais peut-être voilà, ceux qui voyaient le jeu d'Eberly et qui n'étaient pas contents. Puis finalement, finit quand même deuxième. Et puis Allegri qui propose pas grand-chose et puis que la Juve gagne. Qui gagne quoi. La comparaison peut se tenir. Ouais. Peut se tenir. Je vais très loin à des niveaux différents. À des niveaux très différents. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, pour ceux qui suivent Servette, peut-être qu'ils peuvent reprendre, mais sinon, voilà. Non, je sais pas, la personne, ce qui dégage, j'aime bien. Ok, très bien. Donc après ce match qui était au sommet, l'AC Milan est donc premier avec 12 points. Bon là, à égalité avec le Napoli, 12 points, et la Rome a 12 points aussi. Suivent la Juve et l'Inter avec 11 et 9 points, et l'Atalanta 9 aussi. Donc, bon, la Lazio qui est un peu plus bas et la Fiorentina qui est un peu plus bas, mais les gros sont présents en Serie A pour le moment. Les équipes qu'on attendait sont là. Et il y a eu les matchs au sommet cette année en Italie ont été bons, notamment le Inter-Juve il y a 2-3 semaines, qui était fou. Là, hier, l'AC Milan-Naples, il était bien. Non, cette saison de Serie A va être intéressante. Je pense là, au mois de septembre, les supporters de la Juve, j'espère que certains ne sont pas cardiaques, parce que 4-4 contre l'Inter. Il y a eu le match 4-3 contre l'Inter, et il y a eu le match contre 4-4 contre Dortmund. Ouais. Effectivement. Impressionnant. Ce week-end, il y avait aussi le derby de Madrid. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Tu ne l'as pas vu, donc on n'en dira pas deux mots. Impressionné par le score. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est l'Atlético qui s'est imposé. 5-2, d'ailleurs. Je n'ai pas vu le match, donc nous ne nous prononçons pas. Cette semaine, c'est l'IA, Première Ligue. Ouais. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose d'autre ? Non, ça fait plaisir de voir la Serie A qui, j'allais dire, fait rêver. Peut-être pas, je vais pas aller jusqu'à là, mais qui propose des beaux matchs. Ouais, cette année, il y a un truc, je trouve. Des belles affiches. Ouais. Franchement, ça fait plaisir de voir Naples à ce niveau-là, Milan, la Juve, l'Inter. La Roma, attention à la Roma. Moi, c'est ma petite surprise. C'est vrai que la Roma, je pense que... C'est vrai que pendant un petit moment, pendant 3-4 ans, la Serie A, c'était pas ce qui faisait rêver. Mais moi, je n'oublierai jamais. Moi, quand j'étais un gamin, 2007, la Serie A, c'était... tout en haut. Nous, on est des enfants à la trentaine à peu près. Je suis un peu beaucoup plus vieux que toi, mais... À notre époque, la Serie A, c'était le championnat qu'il fallait. C'est pour ça que moi, je suis fan de l'AC Milan. Peut-être toi, je ne sais pas si tu es moi, quand fan d'un club italien. Mon premier maillot de foot, c'était un maillot de l'AC Milan. L'AC Milan aussi, ouais. C'est ceux qui faisaient rêver. Quand tu allumais la télé, tu vas à la Champions, tu vas à Milan. Waouh. Et moi, je ne sais pas, mais ce maillot, ces couleurs, ce logo de l'AC Milan, tu sais, ça me fait encore quelque chose. Quand je vois ce club, je suis là, quand même. Non, ça dégage un truc classe et en même temps dans le sens si cette équipe une fois regagne la Champions League, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient contents. Clairement sauf les supporters de l'Inter et de la Juve. Et pour le reste, clairement. On change de sujet, Nilassan. On va se replonger. On a parlé un peu de l'histoire de l'AC Milan, tout ça. On va sûrement en reparler. On se replonge un petit peu dans nos souvenirs d'enfance. Et je voulais te demander, on va débattre, quels sont les matchs qui t'ont le plus marqué dans ta jeune vie, puisque tu es encore très jeune. Les matchs. Déjà, peut-être on peut prendre le premier, par exemple. Quel est le premier grand souvenir de foot que tu as, toi ? Le premier souvenir que j'ai. Le premier match dont tu te souviens. Alors, celui qui m'a marqué, alors c'est pas positif. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, dites-nous, vous, en commentaire, même sur Spotify, abonnez-vous d'ailleurs, ce serait cool. Mettez des étoiles. alors moi, le foot est aussi lié à sa famille, aussi tradition en famille. C'est vrai que moi, je viens d'une famille qui est pas très foot, d'origine sri-lankaise, où le foot, c'est pas très populaire, voire pas du tout. C'est plutôt le cricket chez vous. C'est plutôt le cricket, mais le football, c'est pas quelque chose de culturel et de familial. Du coup, j'ai découvert un peu le foot par moi-même, en regardant par la télé. Puis c'est vrai que moi, la première équipe que j'ai vraiment commencé à m'intéresser, à voir les matchs, qui m'a fait rêver, où j'ai commencé aussi à m'identifier, c'était l'équipe de Suisse. Ouais. C'est l'équipe de Suisse où il avait aussi ce truc de syndrome du petit.
aussi. Le petit du... Comment dire? Ah, le petit, il se qualifie à la Coupe du Monde. Ah, la battue à grand. Mais le petit, enfin, je veux dire, t'es né en Suisse, donc t'es suisse, donc il y a aussi un truc que tu te reconnais dans cette équipe-là. C'est pour ça que je parle d'identification. Parce que la première équipe sur laquelle je me suis identifié, parce que après, à Genève, voilà, moi, je viens de Genève. À Genève, elle a beaucoup de... c'est un canton multiculturel. Ouais. Et du coup, il a beaucoup d'origines espagnoles, portugaises, italiennes, françaises. Et du coup, ces gens-là ont déjà une attache avec un club, forcément. Par leur père, par leur famille, par leur mère, je sais pas. Qui ont déjà une attache avec leur sélection. Et ça, moi, je l'ai pas. Du coup, forcément, je me suis attaché avec l'équipe de Suisse. Et c'est vrai qu'à 10 ans, quand tu dis que tu supportes l'équipe de Suisse à Genève, c'est un peu... surtout à l'époque, c'était pas une équipe qui faisait rêver. On se foutait de ta gueule. À Genève, on se foutait de ta gueule. Quand tu disais que tu supportais la Suisse, on disait, franchement... À Genève, tu sais ce qui va encore plus loin. Je fais une petite parenthèse, mais c'est quand tu supportais Servette. Dans les années... il y a 10 ans, 15 ans, maintenant 15 ans, plus que 10 ans. Ça a changé. Ça a changé, heureusement. Mais tu te rends compte que même le club de la ville, on se fout de sa gueule. Ce qui est impensable dans une ville qui a une culture foot. Tu vois ce que je veux dire? Même si l'équipe est en 2e, 3e division. Enfin voilà, je fais une parenthèse. Mais c'est vrai que voilà, moi du coup, c'était la Suisse-Ukraine. Suisse-Ukraine où j'étais là. 2006. La Suisse qui, genre là, t'es là, t'as 10 ans, tu commences à regarder un peu le foot. Tu vois la Suisse qui a encaissé aucun but, qui a tout d'autres battre la France, qui bat le Togo, qui bat la Corée. Qui pour l'époque, je me rendais pas compte qu'il y avait quand même une grosse équipe. En 2006. En plus, voilà, en plus, niveau identification, quand tu vois que t'as deux jeunes qui viennent du même canton que toi, de la même région que toi, t'es impressionné. Et finalement, perdre au tir au but, et tu te dis, ah non, mais attends, c'est pas possible. Sans en mettre un. Ouais, sans en mettre un seul. Et c'est là que tu découvres la cruauté des tirs au but, quoi. Ah oui. C'est horrible. Mais là, c'est plus émotionnel parce que c'est l'identification à cette équipe et le fait de réaliser, en fait, ton équipe, elle est sortie au tir au but. T'as pleuré? Non, j'ai pas pleuré. T'as jamais pleuré pour un match de foot? Si, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé de verser des petites larmes. Ça nous est... Ouais, bien sûr. On fait pas les gars, ça nous est tous arrivé. Bien sûr. Ça nous est tous arrivé. Bien sûr, ça m'est arrivé de verser des petites larmes. Mais là, pour ce match-là, non. Mais c'est mon premier souvenir lié au foot parce que c'est tout un contexte où c'est l'identification. Du coup, quand tu es identifié à un club ou à une sélection, c'est émotionnel. C'est ça qui prend le dessus. Et les gens qui ont une origine, par exemple, qui fait partie des 4-5 top championnats, les Espagnols, Portugais, Italiens, quand ils célèbrent dans la rue, au début, on ne comprend pas. On se dit, ils sont dans l'excès. Mais moi, je peux te dire que s'il y avait une sélection sri-lankaise qui était fort au foot, je pense que je serais pire qu'eux. Clairement. Je pense que je serais pire qu'eux. Mais même nous, en tant que Suisse, on est pire qu'eux. On passe un huitième de finale, on est tous comme des oufs dans la rue. Non. Mais moi, la Suisse, moi, je te dis, c'est la Suisse qui gagne la Coupe du Monde. C'est une folie. Non, mais vous vous rendez pas compte. C'est une folie. Non, mais moi, je ne célèbre pas comme les Français, les Italiens, Espagnols. Qu'est-ce que tu nous prépares, Nil Hassan? Ah non, les gars, alors moi je vous dis déjà, c'est la Suisse qui gagne la Coupe du Monde, les gars. Non, mais attendez. Franchement. Rendez-vous en 2026, hein. Comme dirait Thierry. Non, pas Thierry Giraldi. On peut mourir tranquille le plus tard possible. Comment ça s'appelle Roland. Thierry Roland qui disait après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Clairement, ça je le dis. Franchement, c'est la Suisse qui gagne la Coupe du Monde. Le lendemain, il peut m'arriver n'importe quoi. Ouais. Moi, mon premier souvenir de foot, c'est l'Euro 96. Bon, il faut savoir que j'ai 7 ans de plus que toi. Donc, j'ai commencé un peu avant. Je pense que tu n'étais même pas en projet en 96. Non, je suis né en 95. 96, c'est la finale de cet Euro Allemagne-République tchèque. L'Allemagne est menée au score et Birov rentre, met un doublé 2-1, c'est réglé. C'est l'Allemagne de l'époque, c'est sobre, efficace. Et ça, c'est mon premier souvenir. Tu vois, j'étais pas attaché à l'une ou l'autre équipe. C'était juste, j'aimais le foot, j'allais jouer au foot. Et là, je commençais à regarder les pros. Et tu sais, à l'époque, on n'avait pas accès à tous les championnats et tout. Donc, ce qui passait souvent, c'était les matchs internationaux. Et cet Euro-là, c'est mon premier souvenir de foot, de match.
Après, où je peux te citer un buteur, un scénario, tu vois. Ok. Après, 7 euros était fou. Hein. De quoi, pardon? 7 euros, il était fou. Hein. Là, franchement, je peux pas. J'avais un an, je me souviens plus. Moi aussi. Mais après, j'allais dire quoi? Quand je parlais de la Suisse, c'était en 2010. Je te parlais des premiers souvenirs émotionnels, ceux qui m'ont marqué. Bien sûr. Moi, mais après, mon premier match où je me souviens, c'était la Coupe du Monde 2002. 2002. Brésil-Allemagne, la Brésil-Allemagne, ouais. Et je me souviens, j'avais fait. Hein. J'étais pour. Je crois que j'étais pour l'Allemagne. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'étais pour l'Allemagne. Des fois, on fait des choix quand on est petit. Franchement, même maintenant, je comprends pas. Moi, j'ai kiffé la Norvège quand j'étais petit. Alors que maintenant, le Brésil, je me dis, mais comment j'ai pas pu kiffer le Brésil? Bref. En plus, voilà l'équipe du Brésil qu'il y avait. Hein. Et je me souviens parce que j'avais fait semblant de pleurer à la fin du match. J'avais fait semblant. J'avais fait semblant de pleurer parce que je crois que la veille, j'avais vu un film où un acteur qui fait semblant de pleurer et puis c'était pour l'Allemagne. Moi, émotionnellement, franchement, moi, je suis d'origine tunisienne. Ils le savent maintenant, ceux qui écoutent. Et la CAN 2004, c'est la victoire de la Tunisie. Première victoire de la Tunisie en Coupe d'Afrique. Et là, c'est vraiment le premier match où je suis émotionnellement impacté. Tu vois. Vraiment, là, si la Tunisie perdait, j'allais pleurer. Bon, ils ont gagné, c'était cool et c'était vraiment ouf. Hein. Franchement, je suis sorti dans la street avec un drapeau de la Tunisie. Alors qu'il n'y avait personne. On n'est pas nombreux à Genève, tu vois. En plus, j'étais jeune, 2004. Tu vois, ça touche l'émotionnel. Quoi. Ouais, mais c'était vraiment fou. L'identité. C'est presque un de mes meilleurs souvenirs footballistiques. En vrai, mais ouais, non, c'était fou. Après, voilà quand même la victoire de la Suisse contre la France. Ouais, alors ça. Celui-là. Alors émotionnellement, c'est pas une victoire, c'est juste un 8e de finale. On gagne même pas un titre, quoi. Mais c'est un scénario qui est incroyable. En fait, c'est le scénario du match. C'est ça. C'est la remontada, c'est le but à la 90e minute, la séance de tir au but, et la symbolique de voir Mbappé rater ce penalty et voir cette équipe de fous furieux qu'on avait en face. Mais c'est une équipe de malade mental. Mbappé, t'as Pogba, t'as des Rabiot. En défense, je sais pas si c'était encore Umtiti qui était en défense avec Raphaël Varane. Varane, je me souviens parce qu'il fait un très mauvais match à Varane. Ouais, il avait Varane et l'anglais. Ouais, ok. Varane, l'anglais. Pogba. Non, franchement, il avait Kanté aussi. Ouais, N'Golo Kanté. Voilà, franchement, l'équipe de fous furieux. Et surtout Benzema, Griezmann, Giroud. C'est. Et en fait, tu dis, en plus de ça, c'est tout le contexte parce que la Suisse à ce moment-là, il faut le rappeler, s'est fait beaucoup critiquer parce qu'elle avait perdu 3-0 contre l'Italie à Rome. Elle a fait match nul contre le Pays de Galles. Et on voit aussi que la Suisse a pris un autre statut parce que ça, elle a 15 ans en arrière. On était content d'être en huitième de finale. Tout simplement. On était content d'être en huitième de finale. Et là, carrément, beaucoup de critiques, beaucoup de Petkovic out, d'émissions. Carrément, Petkovic a dû écrire une lettre à la nation pour s'excuser. Ah ouais. Ouais. Je me souviens plus de ça. Il a dû écrire une lettre, dire qu'on s'excuse de nos performances. Alors que la Suisse est qualifiée. Oui, je te jure. Je me souviens pas de ça. Ouais, je te jure. Alors que moi, tu sais, toi, tu défends Allegri. Moi, j'ai toujours défendu Petkovic. Ah non, mais moi, Petkovic. Vraiment, même quand il était critiqué comme Jaja. Ah non, mais Petkovic, j'étais souvent. Après coup, je me dis, quel grand coach. Mais c'est vrai que Petkovic a dû écrire. Vous pouvez voir, vous pouvez taper sur Internet. Petkovic a dû écrire une lettre à la nation pour s'excuser. Alors que la Suisse est qualifiée en huitième de finale. Parce que la Suisse, évidemment, il y a un autre standing. Parce qu'avec les joueurs qu'on a, le jeu proposé, l'historique aussi, de tout autre se qualifier en huitième, là, le fait de ne pas être deuxième et d'être troisième, ça crée un scandale. La Suisse, elle passe en étant troisième. Ouais, étant en troisième. Et là, on se dit, on tombe contre les champions du monde, mais vas-y, comment tu veux passer, quoi? Comment tu veux passer? Voilà. Et après, il y a aussi ce côté, tu sais, c'est la France, ils sont champions du monde, ok? Mais tu sais, tu les connais, les Français. D'arrogance. Ils sont arrogants. Ouais. Dans les médias spécialisés, quand t'entends Domenech, quand t'entends Emmanuel Petit, quand t'entends même Estelle Denis, tu vois. Après, on peut les comprendre parce que si la Suisse, on avait une équipe comme les Français, je pense qu'on serait pire. Ouais, tu penses? Je pense qu'on serait pire. Il faut se rappeler de 2014 où le matin avait mis plus belle coque, puis finalement la Suisse perd 5-2. Ouais, c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, si on revient en 2014, je crois que la Suisse était 6e au classement FIFA. La Suisse, même Deschamps disait que c'était la Suisse la favorite contre la France. Parce que la Suisse, à ce moment-là, avait vraiment une belle équipe. Enfin bon, c'est pris une valise. Finalement, ça ne réussit pas d'avoir la grosse tête. Toujours être
La grosse tête, on l'a aussi eu. Est-ce que tu te souviens, la Coupe du Monde 2010? Le premier match, c'est un Espagne-Suisse. Ouais. La Suisse gagne 1-0 grâce à un but de Gelson Fernandez. Ouais, c'était catastrophique. Et après, il y a 2 matchs à jouer contre le Chili et le Honduras. Ouais. Bon, le Chili, c'est une sacrée... Carton rouge. Il avait carton rouge de Berami injustifié. Après, le Chili, c'est une sacrée génération sur laquelle tu tombes. Hein. Mais surtout carton rouge de la Suisse. Carton rouge de Berami, ok, tu le perds. Et puis, après, tu as le Honduras, où tu peux gérer. Et le néant. C'est le néant. Le néant. Je pense que parmi toutes les compétitions depuis 2004, je pense que la pire équipe qu'on avait, c'était 2010. Ouais, après, la Suisse n'a pas joué de l'Euro 2012. C'est pas évidemment. Donc c'est la continuité de cette équipe-là, en fait. Je parle de toutes les équipes qui ont joué de compétition depuis 2004. Je pense que celle de 2010, c'est la pire. C'est la pire. Mais c'est quand même fou de se dire que là, depuis 2004, là, non, 2005, du coup, 20 ans, que la Suisse a fait toutes les compétitions aux 20 ans, sauf une. Et qu'avant 2004, pendant 30 ans, la Suisse n'a fait aucune compétition. Avant 2004, elle a fait la Coupe du Monde 94. Alors, c'était avant 94. Alors. Avant 94, pendant 30 ans, elle n'avait fait aucune compétition. Ouais. Après, il y a eu 94, 96. Après, rien pendant 10 ans. Rien jusqu'en 2004. Effectivement. Mais là, maintenant, tu me diras, un gamin, je parle comme si j'étais un ancien, mais un jeune de 20 ans, 15 ans, il aura toujours vu la Suisse. Ouais, c'est fou, hein. Jouer les Coupes du Monde, les euros. Pour l'instant, c'est bien parti pour. C'est pas encore fini, mais c'est bien parti. C'est assez bien parti. C'est assez bien parti. Mais voilà, mais si on reparle, je pense que c'est l'émotionnel. Je pense que c'est le club ou le pays sur lequel on s'attache, on s'identifie, va nous marquer. Ouais, forcément. Je sais pas, même si tu t'es attaché à l'équipe du. Je sais pas, moi. Je sais pas, t'es sud-africain et t'es attaché à ton équipe sud-africaine, tu t'identifies à ton équipe sud-africaine. Orlando Pirates. Le match d'ouverture contre le Mexique en 2010. Fou. Voilà, peut-être un Sud-Africain te dira ça. Parce que c'est le sommet du football sud-africain en sélection à ce moment-là. Parce que il s'identifie à ça, tu vois. C'est ça qui est beau dans le foot. On peut pas juger parce qu'on se met pas à sa place. Bien tu sûr. vois. Alors que à l'Espagnol, à Madrilène, voilà, tu vois, voilà, c'est l'autre dimension. C'est la finale contre les Pays-Bas, le but de Torres là, en 2012. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est beau dans le foot finalement. C'est que ouais. Chacun peut avoir son histoire en choisissant dans ses propres choix. Ouais. Bon, on choisit un club à 5-6 ans, ou des clubs, et après on s'y tient. Hein. Après, moi je me dis, vu que moi j'ai pas eu des parents très, très foot, je me dis, si moi un jour j'ai des enfants, dès le berceau, ils seront petit maillot d'Arsenal ou de servette. Non, mais je dis, ils seront, comment dire, bercés dans ça. Ouais. À 4-5 ans, ça va pas être normal d'aller au stade, quoi. Ouais. Faudra qu'ils aiment ça, hein, sinon. Je pense qu'il y a intérêt qu'ils aiment ça. Là, je rigole. Je m'en fiche, ça s'appellera Zizou. Non. Mais après, je pense que le pire qu'on pourrait avoir, c'est d'être fan d'une équipe de foot et que ton fils ou ta fille soit fan de l'équipe rivale. Ouais, ça arrive. Hein. Ouais. Ça arrive. Moi. Ouais, voilà. Après, c'est pas le même contexte. Moi, mon père il est fan de l'OM. Ouais. Mais dans les années 70, où PSG n'existait pas. Ouais. Et c'était le club des Robeux et des Renois, le Marseille. Ouais. Paris avait rien. Alors que lui a vécu à Paris et pas à Marseille. Hein. Ouais. Donc, c'est dire. Et puis, c'est lui qui m'a emmené la première fois dans un stade en 1999. Au Parc des Princes, PSG Montpellier. Okay. Victoire de Montpellier 1-0. Voilà. Mais avec tes yeux d'enfant, t'as 10 ans, tu manges un Parc des Princes complètement fou des deux côtés, c'était une dinguerie. Non mais quand t'es petit, dinguerie, hein. Quand t'es un enfant et que t'es pas amené tout de suite au stade, hein. Genre peut-être t'es amené à 10 ans, 8 ans, où t'as le temps de voir à la télé, t'es impressionné. C'est fou. Moi je me souviens, mais vraiment, le truc, limite j'aurais rigolé maintenant quand j'y pense. Mais la première fois que j'allais voir un match, c'était Suisse-Norvège, qualification pour la Coupe du Monde, je crois. Il y avait 10 000 personnes à la Praille. Mais j'étais comme un gamin. Normal. J'avais 12-13 ans. Juste voir la Praille à l'extérieur, avec les lumières, savoir que c'est un stade de 30 000 places. Moi, j'étais waouh, tu vois. Et t'as toujours ce truc quand tu rentres. Je sais pas si. Même à la Praille, même au stade de Genève, je l'ai encore un peu, tu sais, quand j'arrive dans le stade. Quand j'arrive dans le. Vraiment, tu passes la porte et t'arrives dans le stade où il y a les. Ça me fait toujours un truc. Mais ce qui me le fait le plus, c'est quand je découvre un nouveau stade. Là, récemment, je suis allé voir Benfica Fenerbahçe à Lisbonne. Quand j'arrive dans le stade, il y a toujours un truc qui se passe en moi. C'est le moment où tu rentres dedans. Je sais pas comment l'expliquer. C'est une sensation incroyable. C'est une sensation incroyable.
Mais bref, on parlera des clubs une autre fois, puisque le temps tourne malheureusement. Mais très intéressant, Neil Hassan. Partagez-nous en commentaire vos histoires aussi, votre match préféré, le premier match que vous avez vu, etc. Nous, on va revenir au présent, si ça te dit bien. Et cette semaine est une semaine de Ligue des Champions. Et je vais te demander quel match tu vas regarder ou tu as décidé de regarder, mais que tu vas peut-être pas regarder. Barcelona, Paris Saint-Germain. Ça, c'est un classique. Hein. Maintenant, c'est devenu un classique de Champions League. Hein. Ouais, c'est un classique. On connaît le passif, la remontada. C'est impressionnant. C'est dommage que la saison dernière, je crois qu'ils ne sont pas affrontés en. Juste pas. Ça aurait pu être la finale. Hein. Ça aurait pu être la finale. Ça aurait dû mais en être fait, la finale. Il y a toute une symbolique parce que déjà l'historique, le fait que, je pense, dans l'histoire du PSG, le match le plus. Où il y a plus d'émotions négatives, je pense que c'est cette remontada qui fait le plus mal. Je pense un des matchs qui fait le plus mal. Et surtout aussi de Lucien Enrique affronter son ancien club et son club de cœur, parce qu'il ne faut pas le mentir, Barcelone et son club de cœur, et d'avoir un peu la philosophie du PSG, du jeu de PSG vient à l'origine du Barça, quoi. Tout est inculqué par Lucien Enrique, a appris tout ça au Barça, tu vois. Du coup, c'est assez fort comme symbolique, et puis surtout de voir, pour moi, le PSG qui est la meilleure équipe européenne actuellement, contre le Barcelone de Lamine Yamal qui est le futur du football mondial, quoi. C'est les deux meilleures équipes actuellement. Alors Paris sera un peu diminué sans Dembélé, sans Désiré Doué. Mais ça reste quand même fort. Et question, le match se passera où? Est-ce que ça sera dans le nouveau Camp Nou? Il est à Barcelone. Enfin, dans le nouveau Camp Nou ou dans le stade olympique. Ouais, je pense. Montjuic. Hein. Je crois qu'ils ont fait. Je vais te dire. Parce que normalement, Barcelone devait jouer dans le stade de 6000 places. Oui, c'est vrai que j'avais entendu ça. Ils devaient jouer dans ce stade-là, mais ils ont fait exprès pour le match de Paris Saint-Germain de rejouer dans le stade olympique. Mais ils ont meilleur temps. Parce que c'est vrai ce sera à Estadio Olímpico Luis Compagnie. Du coup, ça sera le premier match du Barça sur cette pelouse. Alors, à domicile, cette saison. Lieu neutre, c'est marqué. Parce que d'habitude, ils jouent. Ils jouaient dans ce stade de Montjuic. Dans le stade de 6000 places, qui est encore plus petit que le stade de Tours. C'est vrai. C'est fou de se dire que le Barça jouait dans un stade de 6000 places. C'est fou, ouais. Ça faisait bizarre, quoi. Non, incroyable. Tu le vois comment, toi, ce match Spectaculaire, je pense. Normalement, spectaculaire. Ça va battre un vieux 0-0. Puis à la fin, on va se dire, voilà, on a assisté à une purge. Ça peut arriver. Ça risque pas je sais Connaissant les deux équipes, non. Ouais. De toute façon, il y aura des espaces à un moment donné. Les pressings la fatigue va se faire sentir. Et les pressings, les espaces vont se libérer. Et puis, un gars comme Lamine Yamal, il lui en faut pas beaucoup. Hein. Une petite passe de génie et tac. Un pronostic pour ce match Est-ce que tu vois le Paris pouvoir le faire Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça sera un match nul, mais spectaculaire. Ouais. Sur un 3-3, quelque chose comme ça. Ouais. Pas mal. Et toi? Ouais, je sais pas. Ouais, moi aussi, je pense à un match nul. Mais peut-être une victoire du Barça quand même. Enfin, à voir. Moi, tout dépend du Paris Saint-Germain pour moi. Si Paris arrive à poser son jeu, à ne pas subir trop de pressing du Barça, il devrait s'en sortir. Sinon, le Barça, à mon avis, avec un Rafinha qui est assez chaud. Ces temps-ci. Et Lamine Yamal. Est-ce que tu auras d'autres affiches à conseiller D'autres affiches à conseiller. Il y a un Borussia Dortmund Athletic Bilbao qui peut être intéressant mercredi. Bilbao, j'aime bien. Hein. J'aime bien Bilbao aussi. Belle équipe avec une belle identité. Naples Sporting aussi, mercredi. Le mardi, il y a assez intéressant aussi, Atlético Madrid, Eintracht Francfort. Ok. Francfort, tu les trouves Francfort, c'est pour moi, on en a parlé avec les copains de Unser Fußball, c'est pour moi le dauphin du Bayern. Okay. Peut-être c'est une équipe qui n'est pas encore rodée pour le moment, mais qui devrait normalement être forte, avec le petit Ozun à suivre. Can Ozun, je ne sais pas si tu connais, le petit numéro 10 meneur. Non, je n'ai pas fait. Je vous conseille, comme sur les conseils de Adrien de Unser Fußball. Du coup, j'ai regardé les matchs, j'ai regardé Francfort-Leverkusen.
il y a 2 semaines. Et du coup, c'était victoire de Leverkusen. Sur des coups francs de Grimaldo. Des coups francs. Hein. Mais très intéressant, le petit Chan Uzun. Et puis, non, pourquoi pas. À voir, si vous êtes curieux. Du coup, le scénario du match, Francfort qui a le ballon et l'Atlético. Un classique. Hein. On ne change pas le cholismo. Surtout l'Atlético qui revient avec sa victoire contre le Real. Après avoir mis 5 buts contre le Real. Ils seront gonflés à bloc. En confiance, ils sont à bloc. Hein. Si, clairement. Voilà, côté France, un Olympique de Marseille, Ajax Amsterdam. Peut valoir son pesant de cacahuètes. 2 clubs historiques. Ouais. Et Chelsea, Benfica, Lisbonne. Ça, c'est un beau match. Pourquoi pas. Surtout pour Mourinho, hein. Match spécial pour le Special vrai. One. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais le retour de Mourinho à Benfica. Qui va jouer contre Chelsea. Je sais pas si c'est à Benfica, c'est à Lisbonne ou c'est à Londres. C'est à Londres. Chelsea. Voilà, pour Mourinho, les retrouvailles avec Stamford Bridge. Hein. Là où il a été peut-être le plus marquant, il a fait les meilleurs résultats de sa carrière, excepté Porto et la victoire en Champions League. Ouais. Mourinho et Chelsea, c'est une vraie histoire d'amour. C'est là où il est passé par d'autres clubs. Ça c'est un peu moins bien passé. Mais il reste quand même une légende dans à peu près tous les clubs où il est passé, Mourinho. À la Roma, il l'adore, par exemple. Ouais, premier titre européen. Au Real, il l'adore toujours. Ouais. À Chelsea, Chelsea. Au Real, même Real, ouais. Ouais, Real, il a une petite. Dites-moi les supporters du Real, mais il a une certaine cote, hein. Ok. Quand même. Mais là, ce qui est fou avec Mourinho, c'est que franchement, il joue avec Fenerbahçe en barrage de Champions League. Il se fait éliminer par Benfica. Il devient coach de Benfica après. Et il devient coach de Benfica après. Non, là où Bruno Lage se fait licencier 2 ou 3 matchs après ce barrage. Là, c'est fou, quoi. Fou. Il perd le barrage et après, il va dans le stade voir un match de Porto. Ouais. Et après, il signe à Benfica. Quoi. C'est fou. C'est José Mourinho. Ouais, Special One, quoi. Special One. Ça restera le Special One. Ça restera Special One, mais pour moi, le Special One qui est en bout de course, quoi. Ouais, pour moi aussi. Ouais, qui est en bout de course. En tout cas, en termes d'idées de jeu, c'est compliqué, mais à voir de ce qu'il peut faire de Benfica. Ouais. On verra. Parce que Benfica est une équipe qui joue pas très bien en ce moment. Ouais. Ils se sont fait... Je sais pas ce qu'ils ont fait ce week-end, mais il y a 2 ou 3 week-ends, là, ils se sont fait égaliser par Santa Clara sur une erreur d'Otamendi à la dernière minute. Enfin bref. On s'arrête pour la Champions League. Ouais. Et on va passer à notre dernier sujet. On voulait parler un petit peu du coefficient de la Suisse et du niveau du championnat de Suisse. Championnat suisse, la Super League, qui se dégrade un petit peu. Depuis plusieurs années déjà. Plusieurs années, malheureusement. Par rapport à d'autres championnats qui, eux, sont montés. Je pense à l'Autriche, je pense à la Belgique, même à la République. Surtout la Belgique. Hein. Surtout la Belgique. La Belgique est plus du tout... On ne peut plus se comparer maintenant à la Belgique comme championnat. Quoi. On le voit même au niveau des transferts. C'est que peut-être à une époque, il y a peut-être 10-15 ans derrière, un joueur qui performait en Super League pouvait signer directement en Bundesliga, par exemple. Direct, c'est ce qu'on voyait généralement dans les transferts des Suisses qui partaient en Bundesliga. Je dis pas dans des top clubs, hein, mais voilà, des clubs de Bundesliga qui jouaient le maintien, qui jouaient la relégation. Maintenant, on a l'impression que c'est plus le cas. Et puis maintenant, on a l'impression que nos pépites qui jouent dans le championnat suisse partent en Belgique, par exemple. On pense à Puertas et à Yachari, par exemple. Par exemple. L'exemple classique, c'est par exemple, la 10-15 ans en arrière, un Yachari ou un Puertas serait parti directement dans un top 5 championnat. En tant que Suisse qui joue dans le championnat suisse, il serait parti dans un top championnat. Et là, on a l'impression que maintenant, pour un Suisse, s'il part tôt, avant ses 25 ans, enfin avant ses 23 ans, on a l'impression qu'il doit passer par l'étape de la Belgique pour pouvoir confirmer qu'il a le statut de jouer dans un top 5 championnat. C'est-à-dire que s'il ne passe pas par le championnat belge, par exemple, il ne pourrait pas signer dans un top 5 championnat. Ouais, mais est-ce que c'est normal pour toi quand je vois par exemple l'exemple de Rieder ou d'autres joueurs qui ont fait ce gap de passer du championnat suisse au championnat de France ou d'Allemagne, ils n'ont pas forcément réussi tout de suite. Donc est-ce que finalement c'est pas plus mal de passer par la Belgique et là, et du coup on revient à la question, est-ce que le championnat suisse a vraiment régressé autant que ça, quoi? Alors, le débat en fait, on peut le juger sur les compétitions européennes. C'est souvent ça qui fait le marqueur qui nous permet de juger un championnat. C'est son niveau, le niveau des clubs en Europe. Ouais. Le problème, c'est que pendant 10 ans peut-être,
il y avait une locomotive qui s'appelait le FC Bâle, qui performait en Europe, qui allait en 8e de Champions, qui allait en quart de finale d'Europa, voire même demi-finale d'Europa, qui avait des... La conférence, demi-finale de conférence. Voilà, qui avait des joueurs aussi de gros calibre, hein, qui sont, on se souvient de Mohamed Salah, des Shaqiri, des Jaka. Enfin, la formation aussi, c'est un mélange de bonne pioche et de formation. Et de formation et de, comment dire, une identité de jeu en Europe qui fonctionnait, quoi. Clairement. Et du coup, on voyait Bâle performer. Et après, est-ce qu'on voyait les autres clubs suisses performer aussi? C'était pas régulier, c'est ça le problème des autres. De temps en temps, on avait un coup d'éclat. Peut-être il y avait IB une saison qui faisait 8e de finale. Après, t'as Zurich qui passait en Europa League. Voilà, une fois. T'as eu Sion à une époque, même qui était dans un groupe avec Bordeaux-Liverpool. Qui sont passés. Voilà. Du coup, mais c'est pas régulier pour les autres. Si t'enlèves le FC Bâle, du coup, on voit que les autres clubs, ils ont de la peine à performer en Europe. Il a pas un autre club qui a fait quart de finale d'Europe. Ça, même avec la conférence. Hein. IB, c'est fou que les difficultés qu'ils ont à passer un. Alors, IB s'est qualifié en un ou deux tours, quoi. IB s'est qualifié en Champions, mais voilà, pour la semaine dernière, c'était catastrophique. Mais IB ne s'est jamais qualifié en 8e de finale de Champions League. Non, 8e de finale de Champions League, c'est pas passé. Du coup, là, on faisait aussi le niveau du foot suisse aussi. Si tu enlèves Bâle, te dire que Bâle, c'est la seule équipe qui a réussi à se qualifier en 8e sur les 15 dernières années, c'est aussi un constat aussi, tu vois. 8e de Champions, hein, parce que dans les autres, il y en a qui sont qualifiés. Et après, quand on parle de l'Europa League, il a eu une fois Zurich qui l'a fait en Europa, IB qui l'a fait quelques fois. Oui, Lugano qui s'est qualifié en conférence. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas comme... Servette même, qui s'est qualifié en conférence, qui a été à 2 doigts d'être en quart de finale de Conference League. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment eu de coup d'éclat en Europe. Voilà, même le championnat grec, on voit là l'Olympiakos qui gagne la conférence. Bien sûr. Des clubs comme Salzbourg en Autriche qui ont fait de très belles performances en Europe. Les Tchèques qui sont là. Il y a 2 clubs qui sont dans Sparta et Slavia qui font de très bons résultats en Europe. Moi, si je regarde tout ça, tous ces championnats, on parle de la République tchèque qui a une locomotive. 2 locomotives, le Slavia, le Sparta et même le Victoria Pilsen, qui est régulièrement qualifié dans les Europa League et les Conference League. Ils ont 3 clubs qui sont presque tout le temps européens. Quand tu regardes l'Autriche, tu as le Salzbourg, même s'ils sont moins bons que maintenant. Souvent le Rapid ou l'Austria, un des deux qui est tout le temps là. Tu as toujours plus qu'un club qui est régulièrement qualifié. La Belgique, ça tourne un petit peu, mais tu retrouves souvent Genk, tu retrouves Anderlecht, tu retrouves Bruges, FC Bruges ou Cercle de Bruges, pardon. Panathinaikos, Olympiakos en Grèce, comme tu l'as dit. Il y a toujours plusieurs... Pourquoi chez nous, il n'y en a qu'un, et quand il n'est plus là, donc Bâle, ça fait un petit moment qui... Ouais, on se casse la gueule. Comment on explique que les clubs suisses ont autant de mal en Europe? Est-ce que c'est pas le niveau, tout simplement? C'est le niveau. Alors, peut-être que si tu prends on parle de championnat, si on prend le championnat, je sais pas, ukrainien, championnat suisse, championnat autrichien, le championnat on peut se comparer, Grèce, Tchèque, peut-être que tu prends le 5e contre le 5e de l'autre championnat, ou le 6e, c'est peut-être homogène, peut-être le niveau, il est peut-être à peu près équivalent. Il n'y a pas trop de différence. Et dès que tu passes un peu dans le top 3, c'est ça. Là, il y a un gap. Là, dans le sens, le top 3 de Grèce, le top 3 de Tchéquie, le top 3 de Belgique, de Danemark même. Ça marche sur un Super Danemark, tu prends Copenhague et Midtjylland, c'est des Brøndby. Voilà. C'est des clubs que tu ne regardes pas, mais tu les connais. Tu sais qu'ils sont en Coupe d'Europe. Tu sais que tu peux tomber sur eux en Coupe d'Europe. Nous, on le sait parce que nous qui suivons, on suit le foot. On suit le foot et bien on suit surtout, on va dire, le club qui a fini 2e, 3e régulièrement ces dernières saisons, le Servette. Oui. Il a 2 saisons, il passe pas. 2 saisons, il passe. Pardon, la saison dernière. Pardon, la saison dernière. Voilà, contre Braga, c'est passé Braga pas loin. Chelsea. Voilà, Chelsea, c'était un peu trop. Cette saison, là, on a vu ce qui s'est passé. Victoria Pilsen, Utrecht et c'est pas passé. Shakhtar. Voilà. T'as quand même dans le top 3 de Super League un club qui n'est pas passé 2 fois en Europe. Alors que peut-être qu'un grec serait passé plus facilement. On a vu, Panathinaikos a battu Shakhtar Donetsk en qualification. Panathinaikos qui ensuite a battu Young Boys 4-1. Voilà. Si on regarde ça, même c'est fou, le championnat grec est
est supérieur au championnat. Enfin, les locomotives. Les locomotives sont supérieures. Après, largement, j'ai envie de dire. Hein, la UK Athènes, le Panathinaikos, l'Olympiakos. Ouais. Du coup, ça hausse ton niveau. Parce qu'après, il suffit juste de voir, par exemple, le tableau, le classement de la Super League ces 3-4 dernières années. Ouais, c'est aberrant quand même. Franchement, souvent au mois de mars, on se retrouvait avec le premier ou le troisième qui était presque à égalité de points. La saison dernière, le titre, ça s'est joué vraiment à la fin. Enfin, vers le mois d'avril, fin avril, où Bâle a commencé à monter en puissance. Au moment du tour final. Mais un Bâle qui était pas si fou que ça. Mais on le voit en Coupe d'Europe d'ailleurs, en fait. Quand tu vois les performances de Bâle, même si... Bon, j'avoue, j'ai pas vu le match contre Fribourg. Donc c'était 2-1, mais c'était pas passé loin. Mais tu vois que le championnat suisse... C'est pas encore le Bâle qu'on a connu. Même s'il a un ADN européen et qui peut aller performer... En fait, t'as plus de locomotive. Moi, cette saison, je pourrais pas dire que Bâle, ils vont aller loin en Europa, quoi. Moi, je pourrais pas dire que Bâle, ils vont faire quart de finale ou huitième de finale. Pareil pour IB. Alors que peut-être 5 ans, 10 ans en arrière, on pourrait dire Bâle va le faire. Et du coup, Bâle a rapporté des points. Et ça a monté aussi le niveau du championnat. Parce que vu que tu as le locomotive, tu t'adaptes à l'adversaire, tu essaies de performer. Là, le problème, c'est que le niveau en Super League est très homogène. Trop, presque. À Zurich peut battre n'importe qui. Lucerne, Lausanne. Voilà, et on le voit en Europe. On le voit en Europe où finalement, là, que... Ça dessert les clubs suisses. Est-ce qu'il y a aussi une question, peut-être budgétaire aussi, mais aussi en termes d'infrastructure. On pointe souvent du doigt, particulièrement à Servette, mais pas que, à Young Boys par exemple, des clubs qui n'ont pas beaucoup d'infrastructures, qui doivent s'entraîner dans leur stade pour s'entraîner. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de cafétéria, comme tu dis, les joueurs ne mangent pas ensemble. Ce qui est triste à dire, c'est que... Et ça, quand même, mine de rien, est-ce que ça pèse pas là où si tu vas au Cercle de Bruges, par exemple, ou à Salzbourg encore plus, parce que quand c'est l'élite, Red Bull, où là, tu as vraiment un vrai centre de formation. Ici, en Suisse, tu en as un super à Bâle, tu en as à Getse ou FCZ à Zurich. Pour le reste... On sait pas trop. C'est pas trop, hein. Je sais pas comment ça se passe à Saint-Gall, en toute honnêteté. Non. C'est vrai mais moi, quand je vois Servette, club professionnel de première division, qui est tout le temps dans le top 3, ne pas avoir d'infrastructure pour s'entraîner, de centre de formation... c'est fou. IB, pareil. C'est fou. On parle de IB, encore pire que Servette. Un club qui est champion, c'est... Il y a des projets, mais on est très en retard sur tout ça, quoi. On est en retard. On a l'impression de... Quand tu parles d'infrastructure, moi je me souviens d'une archive de la RTS sur les Servettes et les Charmiers où les joueurs s'entraînaient sur le parking. Oui, c'est vrai. Dans les années 60. J'ai vu ça même dans le film Servette mon enfance. Ils s'entraînaient sur du goudron et sur du béton. Après, je sais pas si à l'époque tous les clubs du monde s'entraînaient sur du goudron et du béton. Mais on voit que déjà le foot là, culturellement n'a pas un gros impact en Suisse. C'est plus le hockey, il faut pas se mentir. On voit que le hockey, niveau infrastructure, c'est un peu plus conséquent, développé, plus conséquent. Et que le foot est moins... On est moins dans ça, quoi. Même, comment dire, le sport en général même, parce que dans le sens, culturellement, quand tu vois les sports-études, par exemple, c'est pas développé. On priorise plus les études que le sport. Par exemple, quand j'ai vu des reportages, par exemple, sur les athlètes suisses aux Jeux Olympiques, sur la formation, on voit qu'il manque quelque chose. Si tu compares à la France et à l'Espagne, France, Espagne, Italie, mettre les moyens, ou l'Allemagne qui mettent les moyens. Genre, si tu as un athlète sur un sport, la fédération va te mettre les moyens, tu vas t'encadrer, tu seras que concentré sur ton sport. Alors qu'ici, on a l'impression qu'il faut faire les deux. Il faut faire les deux. C'est ça. Faire les deux, et puis même historiquement, on a vu le foot suisse dans les années 90, 80, 70. C'était pas professionnel totalement. Non, clairement. Tu vois, on voit que c'est là où ça, tu vois, c'est culturel en fait. C'est ça, et donc de cette culture-là, en fait, on peut pas aspirer à former les nouveaux meilleurs joueurs. Le nouveau Lamine Yamal sera pas suisse. Peut-être on peut avoir un Kvaratskhelia quand même. On a eu un Shaqiri. Mais voilà. Mais peut-être que s'il y a plus d'infrastructures, on met un peu plus de moyens dans ces infrastructures, on peut peut-être développer plus de talent. Et faire comme parce que le FC Bâle, c'est pas anodin. Ils font beaucoup d'argent sur les reventes des joueurs, sur les
les feelings qu'ils ont. Ils arrivent à recruter des joueurs qui revendent très cher, mais ils ont aussi un bon centre de formation et c'est avec aussi ces jeunes qui vendent, qui font beaucoup d'argent. Parce que, parce que du coup, si le niveau baisse, on perd aussi en droit TV. On perd en droit TV, on perd en budget du coup. Oui, et on perd des places en Europe. Et en Europe, c'est là où tu gagnes le plus d'argent. En droit TV, par exemple. Totalement. C'est ce qui fait grandir un club. Et si là, on a vu le classement avant sur des provisions. C'est mal barré. Mal barré, les gars. Hein. Mal barré. On va se retrouver à un moment où le premier va jouer peut-être le premier tour de Champions et que la conférence. Quoi. On l'a vu, déjà cette saison, la Suisse a perdu. Dans le sens où le premier, la fin de cette saison, on va faire deuxième tour de Champions. Le deuxième va faire deuxième tour de conférence. Ainsi que le troisième. D'Europa et de conférence. Donc, que conférence. Deuxième, conférence. Okay. C'est le vainqueur de la coupe. C'est le vainqueur de la coupe. Le vainqueur de la coupe fait le premier tour d'Europa. Waouh. Ok. Voilà. Bon, peut-être que tu trouveras des adversaires plus abordables que le Shakhtar. Ouais, mais après, une fois que tu arrives au barrage. Effectivement, là, t'as plus tellement le choix. On le voit, par exemple, Servette contre Shakhtar Donetsk. Alors, Shakhtar Donetsk, oui, c'est pas le Shakhtar Donetsk de l'époque. Ouais. Il manquait pas grand-chose. Mais... Il manquait pas grand-chose, mais voilà, c'était contre une équipe qui était en guerre, qui joue pas chez elle, qui est exilée, on dirait. Et puis on perd. Pilsen, on a vu comment ça s'est... Pilsen, c'est le scénar du match, vraiment. Voilà. Par exemple, moi, un exemple tout simple. Par exemple, à Lucerne, souvent qui faisait 3e, 4e, il passait le deuxième tour contre des équipes très faibles, des équipes amateurs. Troisième tour, il passait contre une équipe professionnelle, ils perdent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Lucerne en Europe, c'est pas brillant. Voilà. En fait, c'est un peu le niveau du foot suisse. Quoi. Dès que tu es un peu mi-classement, tu joues contre une équipe grecque, autrichienne, ukrainienne, écossaise, tu te fais sortir. Tu te fais sortir. Et on n'est pas bon, et en même temps, on n'est pas si loin, j'ai l'impression. Quand j'ai vu Servette cette année. Ouais, mais ça joue sur des détails. Du coup, c'est que les autres équipes sont plus fortes. Quoi. C'est ça. Le match sur le Victoria Pilsen et Shakhtar, ça joue sur pas grand-chose. Peut-être que c'est pas écrasant. Voilà. Mais peut-être que c'est pas flagrant, écrasant, mais tu vois que ça joue sur des détails, c'est qu'on n'a pas le niveau. Et sur les détails, par exemple, si tu prends Lausanne cette année, sur des détails, ça a tourné en leur faveur. Lausanne s'est tapé quand même 3 tours de qualif et a quand même réussi à finir en conférence. Donc il y a quand même des motifs d'espoir. Bien sûr. Après, j'ai envie de te dire, le foot turc a beaucoup baissé. Le foot turc a beaucoup baissé. Tu vois Galatasaray qui perd en barrage contre IB, le pire IB en Champions. Ouais, l'année dernière. Beşiktaş qui se fait sortir par Lausanne. C'est vrai que. Fenerbahçe par Benfica, par contre. C'est vrai. Non, c'est vrai que le championnat turc, on parle souvent des championnats qui montent, mais le championnat turc. Et pourtant, le championnat turc reste devant le Suisse. Pour l'instant. J'espère que ça va changer un jour. Inch'Allah. Merci Nilassan. On va se quitter là-dessus. C'était super comme émission. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petites étoiles sur Spotify, histoire qu'on soit plus nombreux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.